France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Née en 1941, elle est une figure incontournable de l'histoire du féminisme en France, tant sur le plan des combats militants que du point de vue théorique. En 1970 et 1971, elle fut de toutes les actions du mouvement de libération des femmes qu'elle contribua à fonder. Sociologue, membre du CNRS, ses recherches se sont attachées à identifier, dénoncer et analyser les ressorts de ce qu'elle nommait dans un article paru en octobre 1970 « l'ennemi principal », à savoir ce système d'exploitation et de domination des femmes qu'elle choisit d'appeler le patriarcat. Et pourtant, Christine Delphy, c'est d'elle dont il s'agit, reste relativement méconnue du grand public. En 2019, elle avait accepté de se raconter au micro de Charlotte Bien-Aimée pour une série d'entretiens à voix nue. Dans les 3 premiers volets, elle évoquait d'abord les origines de son engagement féministe, puis les grandes étapes de son parcours militant dans les années 70 et éclairait enfin les fondements de son travail théorique. Première diffusion sur France Culture, les 14, 15 et 16 janvier 2019. À voix nue. Bonsoir Christine Delphy. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici dans votre petit appartement sous les toits parisiens. Vous êtes née en 1941, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes aussi militante et théoricienne féministe historique. Vous êtes à la fois très connue dans le milieu universitaire et militant, et en même temps, vous restez peu connue du grand public. Pourtant, vous êtes une figure majeure du mouvement féministe. Vous êtes une fondatrice du mouvement de libération des femmes en 1970 et de la revue Nouvelles questions féministes, aux côtés de Simone de Beauvoir notamment. Vous êtes l'une des représentantes du féminisme matérialiste. Vous avez forgé les concepts de travail domestique, de patriarcat, de genre. Votre œuvre est importante. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages théoriques, extrêmement riches, mais aussi accessibles. Votre écriture est percutante, drôle. Elle mélange sérieux et humour, colère et légèreté, ce qui est peu pratiqué dans le monde universitaire. Dans les années 2000, vous vous engagez dans un débat qui a profondément divisé le mouvement féministe, celui autour de la loi interdisant le port des signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques françaises. Vous vous opposez à cette loi et vous vous engagez dans une lutte contre l'islamophobie et le racisme. Vous publiez aussi de nombreux articles, préfaces, éditoriaux, tribunes dans les journaux, les revues spécialisées et sur votre blog. Vous avez toujours refusé la division entre texte militant et texte scientifique. Vous nous l'expliquerez, Christine Delphy, et c'est un peu ce que nous tenterons de faire toute cette semaine dans cette série d'À voix nue en faisant des allers-retours entre vos expériences personnelles, militantes et vos travaux scientifiques. Aujourd'hui, Christine Delphy, j'aimerais que l'on évoque avec vous votre prise de conscience féministe. La prise de conscience féministe est un processus important pour de nombreuses féministes. Parfois, il y a un déclic, une rencontre, une lecture. Parfois, c'est un processus plus progressif. Et vous, Christine Delphy, vous avez longtemps prononcé une phrase « Je ne suis pas féministe, mais ». Vous l'expliquez en 1985 dans une émission télévisée où vous étiez invitée avec Simone de Beauvoir. Donc, je ne suis pas féministe, mais pourquoi cette phrase ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? En fait, je suis devenue une féministe sans vraiment connaître le terme d'ailleurs, assez tôt. Et au cours d'une discussion que j'avais avec ma meilleure amie en 6e et en 5e, j'étais choquée par le fait que mes parents, qui travaillaient tous les deux dans la même pharmacie, quand ils revenaient pour déjeuner, ma mère se précipitait à la cuisine, nous faisait rapidement un steak et une salade, et mon père s'asseyait dans un fauteuil dans la salle à manger et lisait le journal. Et quand elle nous arrachait les assiettes de sous le nez parce qu'ils étaient pressés pour aller faire la vaisselle, ils se rasseyaient dans le fauteuil et ils lisaient le journal. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'ils avaient les mêmes heures de travail. Ils partaient ensemble le matin, ils rentraient ensemble à midi et puis le soir. Et j'en parlais avec cette meilleure amie. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que... Alors c'était assez drôle parce que au lieu de prendre l'exemple que j'avais sous les yeux, c'est-à-dire de la femme qui fait la cuisine puis la vaisselle, c'était une chose que je n'avais jamais vue, c'est l'idée de cirer les chaussures. Alors j'ai dit, mais pourquoi les femmes cirent les chaussures des hommes ? Et elle m'avait répondu, mais parce qu'elles les aiment. Et je lui ai dit, mais oui, mais eux aussi, ils aiment leurs femmes. Donc il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Il y avait un amour qui cirait les chaussures et l'autre qui ne les cirait pas.
Et donc j'étais sensible depuis que j'avais donc 11 ou 12 ans à ces inégalités et puis aussi à tout ce qu'on pouvait voir dans les cours de lycée. Après j'étais dans un lycée non mixte, je voyais bien qu'il y avait une division entre les filles et les garçons, il y avait des remarques bizarres des garçons, enfin. Et je le disais librement dans ma famille. Et un jour, mon père m'a dit « Ne sois pas féministe ». Mais comme il m'aurait dit « Ne te mets pas les doigts dans le nez », c'est-à-dire c'était quelque chose de... C'était tabou, quoi. Si vous voulez, c'était une époque où le féminisme était décrié. On parlait des suffragettes en se moquant, hein, c'est plus une question de mode. Donc après, je disais les mêmes choses, mais je les précédais de la phrase « Je ne suis pas féministe, mais ». Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. À votre avis, pourquoi vous aviez cette conscience-là, si jeune ? Ben ça, j'en ai aucune idée. Hein. Pourquoi ? Je ne sais pas. La seule chose que je pourrais voir, mais c'est pas ça qui m'a encouragée à percevoir ces choses-là, c'est que nos parents ne nous parlaient jamais de mariage. Ils nous parlaient de ce qu'on ferait plus tard, comme métier. Ce que je trouve très sain d'ailleurs. Parce que je trouve que parler de mariage à une fille, je veux dire, si elle veut se marier, elle se mariera après, mais il faut pas que ça l'empêche de faire des études. Puis alors on avait une vision quand même, au moins en théorie, égalitaire des couples, puisque mes parents, les deux, étaient pharmaciens et travaillaient également et ensemble. On connaissait d'autres couples, des amis de mes parents, et ils avaient aussi le même métier. Ils étaient instituteurs tous les deux. Donc j'avais une vision peut-être biaisée du couple. Ça n'empêchait pas les femmes de faire tout le travail ménager et domestique. Hein. Mais ça, je le percevais, bien sûr. Mais je peux pas vous dire pourquoi, en effet. J'étais... Peut-être une autre raison, c'est que j'avais une grande confiance en moi. Et je pensais toujours que j'avais raison. Et puis ma famille, ma mère, mon père, m'admiraient beaucoup. Je faisais des blagues et mes parents ensuite racontaient mes bons mots à leurs amis. Et... Donc j'avais une grande confiance en moi. Et vous racontez dans un film que vous avez réalisé avec Sylvie Tissot en 2011 que votre maman aussi avait un mépris de la famille, qu'elle vous a transmis quelque part ce mépris de la famille. Ben oui, elle était dans une famille, mais elle trouvait que c'était... quand on était tous ensemble, elle parlait de la famille écœurante, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui lui semblait, je ne sais pas, sans doute... bourgeois ou trop traditionnel, mais elle explicitait pas, hein. Elle disait simplement, ah tiens, là on est une famille écœurante parce qu'on était avec ma sœur, mon père et puis mon oncle. Ben, il y avait quelque chose d'un peu ridicule dans ce groupe familial. Voilà. Vous êtes donc, Christine Delphy, une élève brillante mais rebelle. Vous vous faites renvoyer de presque tous les lycées dans lesquels vous étiez inscrite. Vous obtenez quand même le bac, puis vous étudiez la sociologie. Est-ce que l'université a participé à forger votre prise de conscience féministe ? Pas vraiment. J'ai beaucoup profité des cours de psychologie sociale. Des cours de sociologie, moins. C'était fait par des grands maîtres comme Raymond Aron, qui avait comme assistant, un de ses assistants était Bourdieu. Alors je trouvais ce qu'il disait très intéressant, mais je peux pas dire que ça m'apprenait vraiment les fondements de la sociologie. Ça, c'est quand j'étais aux États-Unis que j'ai compris ça, en fait, oui. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites que ces grands maîtres vous ont pas appris ces fondements-là ? Ben parce que je voyais pas vraiment, je l'ai vu après, en quoi la sociologie finalement se distinguait d'autres disciplines dans ce qu'il disait. Il parlait beaucoup, il parlait bien, mais je pense que c'est plutôt les cours que j'ai eus en psychologie sociale qui m'ont fait comprendre justement
un certain type de relativisme culturel, en particulier en ce qui concerne les langues. J'ai vu que beaucoup de choses étaient des conventions, qu'elles étaient culturelles. Par exemple, au lieu de faire, vous savez, quand vous éternuez, tout le monde dit atchoum, on dit quelque chose, il y a une onomatopée mais qui n'est pas dictée par ce qui se passe dans votre nez et dans votre gorge. Donc moi, pendant des mois, je me suis entraînée à dire tchouma, de façon à ce que ça devienne aussi automatique, quoi, pour appliquer le fait que le langage était quelque chose de culturel. Et est-ce que votre lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir a été un moment important? Très, comme pour toutes les femmes qui l'ont lu, très important. Et que, en effet, ça m'a vraiment bouleversée, appris des choses. Et ensuite, d'ailleurs, je l'ai écrit dans un article. Il y a beaucoup de choses que j'ai cru trouver moi-même, et je me rendais compte ensuite que je l'avais appris chez Simone de Beauvoir. C'est quand même un livre magnifique, surtout quand on pense à l'époque où il est paru. 1949 1949, oui. Mais, en fait, par moments, je trouvais qu'elle allait pas assez loin. Et je me rappelle plus à quel moment, mais par exemple, après, mais ça, c'était pas au moment où je l'ai lu, parce que je l'ai lu en France. Quand j'étais aux États-Unis, je m'étais procuré à peu près les œuvres complètes de Freud, qui existaient en anglais, mais pas en français. Et j'étais vraiment écœurée par la psychanalyse. C'était d'un machisme ahurissant. Je dis machisme maintenant, ce qui ne se disait évidemment pas à l'époque. Tout ce que dit Freud sur les femmes, sur les hommes, sur le désir, sur la sexualité, tout ça, c'est écœurant, quoi. Et il avait aussi une drôle de conception par exemple, de la maladie. Par exemple, dans le cas je crois que c'est le cas de Dora, c'est une jeune femme qui a des troubles psychologiques, je ne sais pas exactement lesquels, je ne m'en rappelle plus, mais elle avait un prétendant que lui, Freud, trouvait très bien sous tout aspect. Il était beau, il était riche, etc. Et donc, il estimait qu'elle était malade parce qu'elle l'avait refusé. C'était un homme qui voyait... il décrédibilisait tout ce que les gens qui n'étaient pas lui disaient. Sa vision et la vision de la réalité étaient la même. Et ce que les autres disaient découlait d'une maladie, d'un trouble mental, etc. Non, mais si vous relisez Freud, vous verrez, c'est atterrant. Hein. Là, vous nous parlez de Freud, on était parti sur Simone de Beauvoir, alors pourquoi vous avez... Pourquoi je trouvais par exemple qu'elle était trop influencée, mais ça, c'était pas dans ma première lecture, trop influencée par la psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle fait des allers-retours, et elle veut prendre en compte tout le monde et toutes les opinions, et elle essaye de faire une espèce d'équilibre entre tous ces trucs-là, et c'est pas possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, c'est Sartre qui l'a poussée à étudier la biologie, ou à étudier Freud aussi. Elle l'aurait pas forcément fait d'elle-même. C'est elle qui vous l'a raconté? Non, c'est écrit dans ses mémoires, je crois. Parce que vous avez beaucoup travaillé avec elle. Je sais pas qui travaillait avec elle, mais Beauvoir, c'était quelqu'un qui vous donnait un rendez-vous. Vous saviez que vous aviez 1 heure. Il fallait arriver à l'heure pile. Elle vous accueillait très gentiment, elle vous offrait du whisky. Et puis, il fallait regarder sa montre parce qu'on savait qu'on avait 1 heure. C'est quelqu'un de toute façon, elle est assez remarquable. Je dis pas admirable, mais remarquable dans ce sens-là. Dans son journal, on voit très bien que dès sa jeunesse, elle minute son temps, et elle minute son temps aux autres aussi. Elle le donne par vraiment petits bouts, quoi. Ouais. Quelqu'un de très organisé. Et au cours de votre adolescence, Christine Delphy, vous prenez aussi conscience de votre homosexualité. Comment s'est passée cette prise de conscience avec votre famille, vos amis, votre entourage? Mes parents, enfin surtout ma mère, parce que mon père ne voulait pas se mêler de ça. Mon père était charmant, mais c'était plutôt un lâche, donc je voulais pas... Mais ma mère, une fois, m'a fait une réflexion.
On avait une dispute ordinaire, une dispute, vous savez, familiale autour de qui a fait la vaisselle, qui l'a pas fait, qui a laissé ses affaires en vrac dans sa chambre, enfin un peu des bêtises. Et à un moment, d'ailleurs, ma mère m'a dit, d'ailleurs, tu es un monstre. Et j'ai compris à quoi elle faisait allusion. Et du coup, je crois que j'avais, quel âge j'avais? J'étais plus une gamine, je crois que j'avais pas terminé ma licence, mais entre 17 et 18 ans, je suis partie tout simplement. Je leur ai dit dans quel pays j'étais allée en Suisse, je voulais pas qu'ils préviennent la police ou qu'ils s'affolent trop, mais je leur ai pas donné de moyen de me joindre. Et je suis partie pendant 3 jours. Et quand je suis revenue, 3 jours après, alors que ma mère faisait des histoires si je rentrais trop tard le soir ou des choses comme ça, elle m'a rien dit. C'était comme si j'avais juste été à la boulangerie. Et donc voilà, j'avais gagné ça. Et après, elle a accepté? C'est pas tellement qu'elle a accepté, c'est que mais elle pouvait guère me faire changer. Donc là, elle m'avait dit quelque chose, elle avait compris qu'il fallait pas qu'elle me dise ça. Autrement, je partirais. Après, elle avait... oui, mes parents m'ont donné de ce point de vue-là, on m'a donné, mais permis une grande liberté. Moi, j'amenais des amis dans notre maison de campagne, par exemple. C'est-à-dire qu'ils étaient comme tout le monde, ils avaient des préjugés homophobes, mais ils étaient facilement gagnés par la personnalité d'une de mes amies, et mes parents, en particulier mon père, qu'elle flattait en l'appelant par son petit nom familial. Il était comme de la pâte à modeler dans ses mains. Hein, oui. Donc c'était vraiment c'était superficiel, c'était assez bizarre. Enfin, c'était pas bizarre, mais disons que non, il n'a jamais été question chez nous de je te renvoie, tu n'es plus ma fille, ou des bêtises comme ça. Ouais. Et pour reconnaître à vous-même votre homosexualité, est-ce que ça a été difficile? Ah oui, parce que mon but dans la vie n'était pas du tout d'être homosexuel, ni d'être hétérosexuel. Mon but était d'être bisexuel. Parce que les seules lectures qu'on avait à ce moment-là, c'était en particulier Colette. Moi, j'avais lu Colette très tôt parce que c'était dans la bibliothèque de mes parents. Pour vous dire, j'ai lu Chérie à 12 ans. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré sur le sort de cette femme qui est, je sais pas quel âge elle a, mais qui est plus âgée que son amant. Et moi-même, je m'étonnais, je me disais, mais comment j'ai 12 ans et pourquoi je pleure sur le sort de cette femme abandonnée par son jeune amant? Mais pourquoi la littérature vous fait appréhender beaucoup plus de choses que l'expérience, d'une certaine façon. Et donc j'avais lu les Claudines et tout ça, et donc elle parlait librement de son attirance pour les femmes, et comme elle était, elle, bisexuelle, c'était mon but dans la vie, parce que j'ai compris très tôt que ce qui était reproché aux homosexuels, ce n'était pas d'avoir des relations avec les femmes, c'était de ne pas en avoir avec les hommes. Et donc, je voulais désespérément en avoir avec les hommes, mais je n'y arrivais pas, parce que il y en avait que j'aimais beaucoup, mais bon, j'étais pas amoureuse d'eux, j'avais pas du tout envie de coucher avec eux. Et alors, votre but, c'était d'être bisexuel, mais ça n'a pas marché, alors? Ça n'a pas marché. Je me suis dit, il faut pas continuer dans cette voie, puisque ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, je ne vais plus sortir avec des garçons. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, qu'en fait, alors qu'il n'y avait aucune injonction explicite à ça, on devait sortir avec des garçons. On devait sortir avec des garçons. Vous racontez qu'adolescente et jeune femme, vous avez vécu plusieurs histoires douloureuses avec les femmes qui, ouais, elles, ne reconnaissaient pas, enfin en tout cas, qui pour elles, les couples de même sexe, c'était quelque chose d'anormal. Même pas les couples, même les relations, même si on arrivait à les cacher, parce qu'il n'était pas question de les montrer, hein. C'était une horreur, hein, l'homosexualité, à cette époque-là. Hein. En 1962, Christine Delphy, vous obtenez une bourse pour aller étudier aux États-Unis, à l'université de Chicago, puis de Berkeley. Vous avez travaillé pour une association de lutte pour les droits civiques. Qu'est-ce que l'expérience américaine vous a apporté? Alors, c'était une association qui est une des 2 plus vieilles aux États-Unis.
Il y a la NAACP, qui est la National Association for Colored People, pour les gens de couleur, et celle-là, c'était la National Urban League, qui a des branches partout aux États-Unis. C'était la seule ville où on m'ait proposé un travail. Et je me suis rendu compte pourquoi après, c'est que, en fait, ils voulaient des jeunes hommes blancs de préférence, pour faire du fundraising, pour aller demander de l'argent aux gens riches, aux blancs, quoi. Aux blancs comme nous. On était tous des blancs. Donc les femmes avaient peu de chances d'arriver à obtenir un job quelque part. Donc c'était le seul qui me demandait. En fait, je suis partie avant le moment où je devais partir parce que je m'ennuyais beaucoup, quoi. S'il y avait rien de très intéressant là-dedans. J'aurais voulu être dans un groupe vraiment militant comme SNCC, vous savez, le truc de Luther King, ou CORE, qui étaient des associations vraiment très, très intéressantes. Moi, j'étais là en 64-65, et c'était 2 associations qui, d'ailleurs, avaient décidé de devenir non mixtes. Vous dites que vous ennuyez, vous découvrez quand même la lutte pour les droits civiques. Ça, c'est quelque chose qui sera très important. Non, mais je l'avais découvert avant. Moi, je suis arrivée en 62, c'était un été chaud. Donc ça m'a passionnée, de découvrir cette lutte et puis de découvrir ce qu'était l'oppression des Noirs, surtout dans le Sud, mais pas seulement dans le Sud. L'université de Chicago, par exemple, était une espèce d'îlot blanc à l'intérieur d'un quartier qui était fondamentalement noir. Et la ville de Chicago démolissait tous les bâtiments autour de l'université. Et on l'appelait Urban Renewal, Negro Removal, parce qu'ils savaient très bien ce qu'on était en train de faire. Et alors on était de l'autre côté d'une avenue, et de l'autre côté de cette avenue, c'était vraiment le quartier noir. Oui, il n'y avait pas de... Et ça, vous vous souvenez, vous vous êtes étonné quand vous découvrez tout ça? Vous connaissiez, vous saviez déjà ou... Non, je ne savais pas déjà. C'est justement pour ça que ça m'a tellement intéressée. Donc vous découvrez le racisme aux États-Unis? Alors, c'est assez curieux parce que j'aurais pu le découvrir chez moi. Parce que là où j'habitais, dans le quartier Nation, eh bien, je voyais bien qu'il y avait des Arabes qui marchaient dans la rue, et qui étaient assez... il y en avait pas mal dans ce quartier-là. Et qui rasaient les murs, littéralement. Et qui marchaient d'une drôle de façon parce qu'ils n'étaient pas habitués à marcher avec des chaussures. Mais pour moi, c'était vraiment une autre population. C'était des gens qui étaient potentiellement dangereux, en plus, qui étaient vus comme ça. Vous aviez cette idée-là en partant aux États-Unis? C'est pas que j'avais cette idée-là, parce que ça ne me troublait pas particulièrement, Mais c'était comme ça, c'était comme c'était la vision de la réalité qu'avait tout le milieu où je vivais, quoi. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis vous ont profondément changé, même au niveau politiquement? Absolument. Comment vous êtes avant d'y aller? Comment vous êtes en revenant? Avant d'y aller, le racisme français me semblait quelque chose de normal. C'était ça qui était assez bizarre, parce que j'étais dans un milieu blanc et on trouvait ce racisme normal. Et aux États-Unis, j'ai découvert qu'il y avait tous ces jeunes blancs et blanches qui s'engageaient dans la lutte antiraciste, etc. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, quand il y avait des Algériens, ou des Tunisiens ou des Marocains, parce que je ne connaissais pas leur nationalité d'origine, ils venaient avec l'idée pas de faire fortune, mais de se constituer un petit pécule avec lequel ils pourraient acheter une maison en Algérie. Donc avec l'idée du retour. Et cette idée du retour, elle a duré très longtemps. Donc on les voyait comme des gens totalement étrangers, qui étaient là de passage, qui étaient peut-être potentiellement dangereux. D'ailleurs, on les affublait des noms que vous connaissez, les bicots, etc. Mais c'était pas... ils n'étaient pas là pour rester. Ils pensaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas là pour rester. Alors que les Noirs aux États-Unis, on savait qu'ils étaient issus de l'esclavage et que ça faisait 4 siècles que ça durait. 4 siècles ou plus. Donc la structure globale était différente. Et en effet, oui, je suis revenue avec une conscience du racisme.
Vous renforcez aussi votre prise de conscience féministe après avoir été victime de harcèlement, notamment aux États-Unis. Oui. Ah oui, c'est que le directeur de cette organisation, donc qui était la Washington Urban League, m'a harcelé sexuellement une fois et je m'étais dit, c'est quand même incroyable, voilà des gens qui luttent pour être libérés d'une oppression et qui n'hésitent pas à profiter de leur statut d'homme pour essayer d'opprimer les femmes. Hein, parce que je pensais pas que j'étais la seule dans ce cas-là. Ce qui a participé aussi à renforcer votre conscience féministe, c'est beaucoup de discussions avec une amie que vous avez rencontrée aux États-Unis, Emmanuelle de Lesseps. Oui, bien sûr. Oui, ça a été... D'ailleurs, c'était la seule personne avec qui je pouvais parler de ça, comme moi, j'étais la seule personne avec qui elle pouvait parler de ça. On parlait de l'interaction avec les hommes et en fait, on rigolait beaucoup, mais on savait que c'était pas drôle. Et on disait tous les trucs ridicules et sexistes, simplement on n'appelait pas ça sexiste, que les mecs faisaient. Faisaient quand on était avec eux, quoi, qui savaient tout mieux que nous. Vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi, mais enfin que j'ai retenu parce qu'il y en aurait tellement d'autres. J'étais au sport d'hiver et vous savez, dans les télésièges, souvent, c'était des télésièges à deux. Bon, à côté de moi, il y avait un jeune homme qui avait à peu près le même âge que moi et on parlait de ça. Enfin, je sais pas, il m'avait dit ce qu'il faisait lui et il m'a dit, vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais moi, je fais sociologie. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à m'expliquer ce que c'était que la sociologie. Et je crois qu'il était, je sais pas, étudiant en médecine ou en ingénierie. J'étais quand même assez stupéfaite. Et c'est à ce moment-là, je crois que je me suis dit, moi, je ne lutterai plus jamais pour personne. C'est vrai que je suis revenue avec l'idée que je devais lutter pour mon peuple. Mais c'est pas mon peuple, hein, c'est my people, c'est mes semblables. Et alors j'en ai parlé avec Emmanuelle de Lesseps. Mais je pensais que je pouvais le dire à personne d'autre, que je passerais pour folle. Parce que l'idée d'un mouvement de femmes, mais ça n'existait pas du tout. C'était À voix nue, se dire féministe, premier volet d'une série d'entretiens que Christine Delphy avait accordé à Charlotte Bien-Aimée, diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 janvier 2019. Tout de suite, le deuxième entretien de cette série, Libération des femmes, année zéro. Bonsoir Christine Delphy. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS dans le domaine des études de genre. Vous avez forgé les concepts de travail domestique, de patriarcat, de genre, et vous avez participé à mettre en place l'école de pensée du féminisme matérialiste. Vous êtes aussi une militante historique du mouvement féministe, et c'est ce parcours militant extrêmement riche des années 70 notamment que nous allons évoquer aujourd'hui ensemble. Christine Delphy, nous sommes donc en 1965, vous revenez des États-Unis, où vous avez vécu pendant 3 ans, et dès votre retour, vous nous l'avez expliqué hier, vous avez en tête de mettre en place un mouvement politique de femmes, mais vous souhaitez aussi travailler sur les femmes en tant que doctorante. Vous allez en être empêchée. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine Delphy? Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé avec Pierre Bourdieu. Il était assistant de Raymond Aron pendant mes années de licence à la Sorbonne. Et je lui ai dit que je voudrais faire une thèse de 3e cycle et que ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur les femmes. Et il m'a dit que ça n'existait pas, que personne ne travaillait sur les femmes. Donc je ne pouvais pas avoir, disons, un directeur ou quelqu'un qui m'aide dans ce domaine-là. Et je n'ai découvert que plusieurs années après que André Michel et d'autres avaient travaillé sur les femmes. Donc moi, je voulais soit travailler sur les femmes, soit travailler à la campagne. Donc j'ai choisi une équipe de sociologie rurale. Ce premier job que j'ai eu, c'était de réaliser des entretiens auprès de familles qui vivaient dans la partie nord de Bourgogne, sur beaucoup de sujets, en particulier sur leur famille. Et malgré tout, j'ai recueilli des choses sur les femmes, des questions qui n'étaient pas dans le
Dans le questionnaire, on avait un questionnaire, c'était incroyable, ça prenait 1 heure et demie de le faire remplir. Et la plupart du temps, c'était des femmes qui répondaient, parce que les hommes étaient au champ. Et par exemple, ça m'intéressait de voir si elles avaient des moyens de contraception, et elles n'en avaient pas. Elles n'en avaient pas, elles comptaient sur... elles me laissaient entendre qu'elles comptaient sur le coitus interruptus, mais que leurs hommes ne voulaient pas de ça. Parce qu'elles avaient des familles énormes. Et leur famille d'origine était encore plus grande. Hein. C'était des familles où il y avait facilement 12 enfants, et elles en avaient 7 ou 8. Et puis, comme c'était sur la transmission du patrimoine, on voyait bien le désavantage des femmes. Hein. Elles n'étaient jamais chef d'exploitation. Elles pouvaient être que la femme d'un chef d'exploitation. Et les femmes, j'ai bien vu comment elles travaillaient. Bon, je l'avais vu avant, hein, et je l'ai vu après. C'est-à-dire qu'elles travaillaient autant que le chef de famille, le chef d'exploitation, mais elles n'avaient rien à elles. Alors ce travail vous servira de socle pour développer quelques années plus tard votre théorie sur le mode de production domestique et l'exploitation économique des femmes, dont nous parlerons plus en détail dans l'épisode de demain, parce qu'avant cela arrive mai 68. Quel souvenir gardez-vous de mai 68, Christine Delphy ? Moi, je me demandais à ce moment-là si je devrais pas m'inscrire dans un parti. Enfin, j'avais envie mais je savais pas lequel choisir. J'étais vraiment nulle, hein, au point de vue politique. Un jour, je sortais de là où je travaillais, qui était un très bel ancien hôtel particulier où l'équipe de mon patron et puis l'équipe de Bourdieu aussi étaient logées, et qui était en plein quartier latin. Et j'étais avec un collègue, et tout d'un coup, on s'est retrouvés dans une foule, et cette foule essayait de traverser la place Saint-Sulpice. Et ne pouvait pas, parce que cette place était pleine de flics de différentes dénominations qui hurlaient en agitant leur bâton. Et j'ai vu une chose que j'ai trouvée incroyable. De l'autre côté de la place, il y avait une rue, évidemment, qui n'était empruntée par aucune voiture, puisqu'elle était occupée par les flics. Et j'ai vu des flics taper avec leurs bâtons, comme des fous, sur une voiture qui était fermée et dans laquelle il y avait des parents et des enfants. Et d'un seul coup, je me suis dit, voilà, on a affaire à des bêtes sauvages, là. Et d'un seul coup, c'est moi qui n'étais pas du tout impliquée là-dedans, parce que je n'étais plus étudiante depuis longtemps, donc j'étais pas particulièrement au courant de ce qui s'était passé, mais ça m'a retourné le sang. Cette violence m'a retourné le sang et m'a fait quasiment forger une opinion sur ce qui se passait sur mai 68. C'est aussi en 68 que vous rencontrez le premier groupe ou l'ébauche d'un groupe féministe, féminin, masculin à venir. Oui, c'est ça. Et vous participez à sa création ? Non, j'ai pas participé à sa création. Elles avaient créé ce groupe. Moi, j'ai rencontré l'une d'elles, Jacqueline Feldman, qui m'a expliqué ce que c'était, mais très brièvement. Hein. Je l'ai rencontrée à la porte du siège social du CNRS. Et elle m'a expliqué ce que c'était. Je lui ai dit, mais c'est formidable. Moi, je fais partie de votre groupe. Et voilà. Bon, on a eu quelques réunions entre nous. Je me souviens de 2 conférences qui ont été faites. L'une par Evelyne Sulro, qui était vraiment formidable, qui expliquait que les femmes ont toujours travaillé. C'était l'idée de la femme au foyer, c'était pas du tout l'idée majoritaire. Et puis, elle expliquait que déjà au Moyen-Âge, les femmes gagnaient que la moitié de ce que gagnaient les hommes quand elles travaillaient à l'extérieur. Et puis, la suivante, c'était Gisèle Halimi, qui nous a fait énormément rire parce que elle racontait que, bon, dans un procès de divorce, elle défendait le côté de la femme. Et puis elle avait employé une phrase qui était « Cet homme avait pris des habitudes d'indépendance incompatibles avec le mariage ». Ça, c'était une phrase qui s'utilisait à propos des femmes, qu'elles avaient des habitudes d'indépendance. Et le juge lui avait dit « Mais maître, vous parlez du mari ».
Cette phrase m'est restée, quoi. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et le juge, pensant qu'elle a fait un lapsus, lui dit, mais vous vous trompez de client. Le groupe FMA va rester très confidentiel. En 68, on parlait pas beaucoup féminisme, finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui a fait qu'on a pu rencontrer d'autres femmes, c'est que, en 70, l'Idiot International, dont le rédacteur était Jean Edernalier, a publié un article de Monique Wittig et de 3 autres femmes. Et ça s'appelait « Pour la libération de la femme ». C'était pas du tout le titre que Monique Wittig lui avait donné, hein. Elle avait dit « Pour la libération des femmes ». C'est paru sous ce titre-là. Et on l'a trouvé extraordinaire, cet article, parce que déjà, elle parlait de l'esclavage des femmes. Enfin, c'était un texte très radical. Et on a décidé de les rencontrer. C'est comme ça que vous allez commencer à réfléchir, à mener des actions, et notamment l'action du 26 août 1970. Oui. Vous décidez d'aller porter une gerbe à la femme du soldat inconnu. Comment ça vient, cette idée-là, alors qu'il n'y a pas du tout d'action comme ça qui existe? Je sais pas, vous savez, on a eu des discussions, vous savez, on avait des discussions très très longues et très marrantes, hein. C'est quelque chose qui apparemment n'existe plus dans le mouvement féministe. Nous, on rigolait tout le temps. Mais ça me manque beaucoup. Et je sais pas comment l'idée nous en est venue. Franchement, je sais pas. Je sais pas qui est la première personne qui a parlé de ça, mais en tous les cas, on l'a fait, notre petite marche avec les banderoles et puis la gerbe que je portais, moi. D'ailleurs, il y a une photo où on voit un flic de l'autre côté de la gerbe, et moi, bêtement, je pensais qu'il voulait m'aider. Mais non, il voulait pas m'aider, il m'attirait, et il attirait le reste du groupe vers un endroit que peu de gens connaissent, qui est la jambe gauche de l'Arc de Triomphe, quand vous regardez depuis les Champs-Élysées. Et dans cette jambe-là, il y a un commissariat. Et là, quand on est entré poussé par les flics, d'ailleurs ça se voit dans des séquences qui ont été filmées et retrouvées des années après, hein, ils nous poussaient assez brutalement. Et il y avait un commissaire là qui nous a dit « Vous n'avez pas honte ?» Et ça m'a marqué aussi, parce que bon, notre seule présence rendait impur ce lieu sacré. Et c'est ce moment qui a marqué la naissance, après coup, du mouvement de libération des femmes. Est-ce que vous aviez l'impression à ce moment-là que quelque chose se passait ou pas du tout? On savait pas, on pouvait pas savoir quelles seraient les retombées de ça, hein. Ce qu'on sait, c'est que ils avaient fait conduire à peu près 3 ou 4 cars grillagés. Et puis quand ils se sont aperçus qu'on était que 9, ils nous ont mis les 9 dans une de ces voitures. Et nous, on était absolument déchaînés. On était d'abord, ils ont fait pimpon avec leurs sirènes, puis après ils se sont rendus compte qu'on n'était pas des dangereux révolutionnaires. Et ils ont arrêté. Alors nous, on par les fenêtres, on criait pimpon, parce qu'on était vexés qu'ils arrêtent leurs sirènes. Après, ils nous ont emmenés dans un commissariat, et dans ce commissariat, on disait absolument n'importe quoi sur nos identités. Et on était dans une cellule ou je sais pas quoi, et on chantait des chansons traditionnelles, parce que on n'avait pas encore fait de chansons à nous, donc on n'en connaissait pas. Donc on leur a cassé les oreilles. Après, ils nous ont transférés dans un autre commissariat où ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il y a un commissaire qui a dit à Christiane Rochefort: mais Madame Rochefort, si vous nous aviez prévenu que vous pouviez faire ça, c'est-à-dire vraiment envoyer le côté, vous savez, comme quand De Gaulle avait dit à propos de Sartre, on n'arrête pas Voltaire, c'est vraiment le côté élitiste. Bon, donc on était relâchés 2 heures après, quoi. Et on a eu la chance que du coup la presse nationale, en particulier l'Aurore, fasse son titre sur nous. Ça nous a permis de rencontrer d'autres femmes qui nous ont contactés grâce à ça. Le problème, voyez-vous, c'est que nous, on pensait qu'il y avait d'autres groupes féministes pendant nos 2 ans d'existence solitaire, mais on ne savait pas comment les rencontrer puisqu'on n'avait aucun accès à la presse. À partir de 1970, des AG du MLF se tiennent un mercredi sur 2 dans l'amphi de l'école des Beaux-Arts à Paris. Et vous participez à différents groupes de parole informels. Qu'est-ce que vous apportent ces groupes de parole auxquels vous participez, ces AG? Ça m'apportait surtout de la joie, parce que, je veux dire, de voir qu'on était entre femmes et
toutes les femmes qui venaient aux réunions des Beaux-Arts étaient d'accord là-dessus. Le MLF était non mixte, contrairement à... Ah ben oui, c'était la première fois qu'on avait un groupe non mixte. C'était la première fois, c'est historique ça. Enfin, c'est historique, je sais pas, il y a peut-être eu des groupes non mixtes au 19e siècle. Je ne sais pas, mais Yvette Roudy, par exemple, elle ne comprenait pas du tout. Parce que elle, et elle au pluriel, elle cherchait à avoir des hommes dans leur groupe. Pour les légitimer. Alors que nous, on n'en voulait pas. Toutes les semaines, on avait une femme qui venait d'un groupe maoïste ou trotskiste et qui venait nous expliquer qu'il fallait pas faire des groupes non mixtes. Bah, on rigolait, quoi. Régulièrement, on avait un homme qui venait tout seul et qui nous expliquait ça et on lui disait de partir et que ça nous intéressait pas. Et à la fin, au bout de 3 mois, qu'il venait tous les 15 jours, qu'il venait un homme, on le mettait dehors quasiment manu militari parce qu'on en avait assez d'avoir à s'expliquer là-dessus. Et ça, c'était pour moi une grande joie. Quel que soit, alors les thèmes qui étaient discutés, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'était n'importe quoi, je veux dire, dans le sens que chacune donnait son opinion sur une chose ou disait il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, etc. Et puis régulièrement, les réponses de la salle étaient oui, mais ça ne suffit pas. Et on aurait dit qu'une seule action allait à elle toute seule être tellement universelle qu'elle allait gommer toute l'oppression des femmes. Et moi, je passais mon temps à dire, comme Cicéron le disait, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas renoncer à une action parce qu'elle n'allait pas tout résoudre à elle toute seule. Et cette non-mixité, vous allez la défendre tout au long de votre carrière, encore aujourd'hui. Ben, oui, on est Qu'est-ce qu'elle permettait à cette époque-là, qu'elle permet encore aujourd'hui? Qu'est-ce que la non-mixité permet? C'est des choses que on ne peut pas discuter avec des hommes. Moi, j'avais compris les bienfaits de la non-mixité en voyant les groupes noirs, les groupes pro-droits civiques, se défaire de leurs membres blancs. Mais ça, je l'ai expliqué dans l'article qui s'appelle « Nos amis et nous », si vous voulez. D'abord, les femmes comme les noirs ont un complexe d'infériorité. Et c'est pas juste un complexe. Ils sont traités comme inférieurs et ils l'intériorisent. Donc, ils vont forcément admirer les blancs ou les hommes. Mais en plus, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils sont comme dans un job. Les blancs sont leurs supérieurs et même et les hommes aussi sont leurs supérieurs. Donc, c'est très difficile de contredire un homme. C'est très, très difficile. Et le fait qu'ils se mêlent de choses qui, souvent, ne les regardent pas, ça n'est pas dissible parce que, comme je l'ai expliqué dans la préface de Classé Dominé, les uns et les autres, les uns sont les uns et ils savent tout sur tout. Et alors, qu'est-ce que ça permettait alors? Ça permet aux femmes de recouvrer leur vraie pensée, de la dire sans avoir peur de choquer qui que ce soit, sans avoir peur d'insulter ses supérieurs ou sans avoir peur qu'on lui impose de se taire. Et puis c'est un sentiment plus, un sentiment de justement qu'on est pareil, qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont autres que nous. C'est quelque chose que vous avez découvert vraiment au moment du MLF. Ça crée une joie, et j'étais pas la seule, hein. On était heureuse, hein. On pouvait s'engueuler, mais tout le monde était souriante et exaltée par cette redécouverte de nos sœurs. Est-ce que pour vous, le mouvement féministe doit être non mixte ou est-ce qu'il peut être mixte? Est-ce que les hommes ont intérêt à participer au mouvement féministe? Oui, mais la question, c'est encore de quelle façon ils viennent et avec quelle reconstruction. Si vous voulez, moi, je connais certains hommes qui sont féministes, mais les hommes qui sont vraiment féministes, ils vont pas essayer d'intervenir d'une façon justement dominante. Or, si on disait simplement qu'une réunion est ouverte aux hommes, ils feraient ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire ils prendraient la parole et ils la garderaient, ou ils couperaient la parole des femmes, ou bien ils leur indiqueraient ce qu'il faut faire. Par exemple, un anthropologue qui est mort maintenant
Meyassou, on avait une réunion avec lui, il nous a dit, mais là, entre nous, par exemple, il n'y a pas de question de genre ou de sexe. Bon, parce que... Et les autres femmes qui étaient là, elles m'ont dit, mais si, c'est toujours là. Et je me souviens d'une autre réunion pour préparer un grand colloque Marx à Nanterre, à l'université de Nanterre. Et donc on avait dit ce que nous on voulait exposer, quels étaient les papiers qu'on présenterait. Et bien ce type, qui publie des articles dans Mediapart, il avait dit, ah mais là, dans ce domaine-là, qu'on venait de citer, le genre n'intervient pas. C'est-à-dire, voilà, il savait mieux que nous, là où le genre avait une place ou n'avait pas de place. Et c'est cette arrogance, enfin cette espèce de truc de gens qui n'y connaissaient rien et qui vont vous expliquer. Mais du coup, le mouvement féministe ne peut pas être mixte pour vous ? Mais ça dépend de où et comment. Peut-être un jour viendra où il y aura assez d'hommes vraiment féministes pour pouvoir participer à une réunion sans avoir des réflexes d'hommes. C'est-à-dire qu'ils n'aillent pas se présenter, comme c'est la tentation malgré tout de beaucoup d'hommes, comme justement les gens qui recadrent toujours les femmes. Parce que les hommes ont tendance à recadrer les femmes, à leur dire oui, c'est ce que tu viens de dire, alors c'est pas mal, mais il faut que je te signale que sur tel point, etc. Non, il faut... Parallèlement au mouvement de libération des femmes, Christine Delphy, vous participez aussi à l'émergence des mouvements homosexuels puis lesbiens. Le 10 mars 71, par exemple, vous participez à la perturbation en direct de l'émission de Ménie Grégoire consacrée à l'homosexualité, ce qui débouche sur la fondation du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare. Puis, devant l'influence des gays, vous le quittez pour former les Gouines Rouges. Il y avait cette nécessité pour vous de vous retrouver en non-mixité lesbienne au sein du MLF. Oui. Et ça n'a pas été accepté alors que la non-mixité femme était promue. C'est ça, c'était très intéressant parce que les autres groupes qui voulaient se créer sur un sujet précis, par exemple le groupe des femmes mariées, il y avait un groupe des femmes mariées, mais il y avait beaucoup d'autres groupes qui se créaient, des groupes de discussion qui pouvaient durer 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, etc. Et puis, mais personne ne remettait ça en cause. Mais pour ce qui était de homosexuels et hétérosexuels, il y avait beaucoup de résistance à ça. J'avais une très bonne amie à l'époque qui m'a dit, mais je ne veux pas qu'on me colle une étiquette. J'ai dit, ah ben oui, moi non plus, je voulais pas qu'on me colle une étiquette. Mais on m'a collé une étiquette, que je le veuille ou non. Donc on n'était pas du tout dans la même situation et on voulait partir de notre situation. Et une fois, on vendait le torchon brûle avec une femme, je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on rencontrait un jeune couple et on le proposait à la femme, et c'était toujours l'homme qui décidait de le prendre ou non. Toujours. C'était lui qui le prenait, c'était lui qui le payait. Donc il avait déjà un pouvoir de contrôle sur ce qui serait lu. Et enfin, bon. Et alors, les halles n'étaient pas complètement détruites, il restait un des pavillons de Baltard, je me souviens, et on passait le long de ce pavillon. Et puis, j'ai entendu un jeune homme dire, en voyant qu'on vendait le torchon brûle, dire « Ah, voilà les Gouines Rouges ». Mais il ne le disait pas avec animosité, hein, mais pour lui, c'était ça allait de soi qu'un mouvement de femmes était forcément un mouvement de lesbiennes. Et je me suis dit, c'est un bon nom, ça, c'est joli, c'est poétique, les Gouines Rouges, et j'ai proposé qu'on s'appelle comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait en effet un fort présupposé d'homosexualité pour entacher tout le mouvement. C'était comme ça que tout le mouvement était vu, que tout le MLF était vu. Et pour nous discréditer, évidemment. Christine Delphy, vous participez à la plupart des actions collectives des premières années, la coordination de la notion de la revue Partisans consacrée à la libération des femmes année zéro, et puis notamment à la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception. En novembre 70, vous fondez avec d'autres féministes le mouvement pour la liberté de l'avortement et lancez le manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté. Qu'est-ce que vous retenez de cet engagement-là ? Ben, ce que je retiens, c'est que
On était quelques femmes du mouvement. Là, on avait décidé d'être mixte, c'est-à-dire on accueillait quelques hommes, hein, ceux qui voulaient bien, hein, on les tirait pas par la manche, mais c'était étonnant de voir comment il y avait des résistances à ça. Et je me souviens que le groupe Psychepo, qui s'était formé autour d'Antoinette Fouque, avait des fortes résistances à l'idée de plaider pour l'avortement. Et ne voulait pas. D'ailleurs, au début, il y a toute une quantité de femmes, même du mouvement, qui n'ont pas signé le manifeste. Bon, finalement, c'est grâce à l'aide de personnalités comme Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig et d'autres que le manifeste a été diffusé. Mais elle a été victorieuse, cette lutte. Il n'y en avait pas beaucoup, quand même. Oui, mais si vous voulez, avant qu'elle ne soit victorieuse, il s'est écoulé 4 ans. Et entre-temps, il s'était formé le MLA, qui était le mouvement pour la libération de l'avortement. Et là, c'était un groupe qui s'était mis à pratiquer des avortements sauvages, si on peut dire, avec la méthode Karman, avec la méthode de l'aspiration. Et en fait, c'est surtout ce mouvement-là qui a fait que les choses ont changé. Parce qu'un manifeste, bon, ça donne une idée de direction, etc., de refus, oui. Mais ce que le MLA a fait, c'était vraiment formidable. Et s'il n'y avait pas eu tout ça, et puis le fait qu'il louait des cars, et qu'il y avait des banderoles sur le car disant nous sommes 50 femmes et nous allons avorter en Hollande, et qu'elle n'était pas arrêtée. Si ce mouvement n'avait pas existé, vous vous rendez compte, 4 ans d'action illégale pour arriver à ça. C'était un mouvement vraiment formidable et qui a permis quand même que, on le voit bien dans le discours de Simone Veil, hein, la motivation du gouvernement et de Giscard d'Estaing, qui était président de la République à ce moment-là, c'était pas tellement la liberté de l'avortement en lui-même, c'était qu'il pensait que, à force que la loi soit brisée, la loi n'aurait plus aucun sens. Non seulement cette loi-là, mais peut-être d'autres lois. C'était ça. Comment vous avez vécu finalement cette période d'effervescence, de lutte, de combat à mener, Christine Delphy? Est-ce que vous pensiez à un moment que le mouvement allait changer votre vie? Ma vie à moi, non. Je pensais pas que ça allait le changer, non. Ça l'a changé, ma vie, dans le sens que j'avais l'impression que un de mes grands désirs peut-être mon grand désir était finalement réalisé. C'est-à-dire qu'il y ait un mouvement de femmes. Ça vous porte encore, ces années? Ça me porte encore, mais maintenant, avec un certain sentiment de nostalgie, hein, parce que c'était des belles années, des années où on faisait quelque chose, où on apportait c'était des années d'une grande créativité, hein, sur tous les plans. Vous avez l'impression les mouvements féministes c'est plus difficile aujourd'hui de réaliser ce genre de... Écoutez, ça dépend, parce que les mouvements féministes, ils sont comme tout le monde, ils finissent par s'essouffler, les personnes finissent par se fatiguer. Mais là, ce que je vois, c'est quand même un renouveau une floraison de petits groupes féministes, et elles peuvent faire des choses. C'était À voix nue, Libération des femmes, année 0, deuxième volet d'une série d'entretiens que Christine Delphy avait accordé à Charlotte Bien-Aimée, diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 janvier 2019. Tout de suite, le 3e entretien de cette série, L'ennemi principal. Bonsoir Christine Delphy. Bonsoir. Vous êtes une des figures du mouvement féministe français des années 70. Vous avez participé à la création du mouvement pour la libération des femmes. Vous nous l'avez raconté hier. Vous êtes aussi chercheuse en études de genre. Vos travaux restent souvent méconnus du large public. Pourtant, de nombreux concepts que vous avez forgés ont été intégrés, réappropriés, comme celui de travail domestique, de genre, de patriarcat. Votre théorie comporte 2 aspects importants, votre analyse du système patriarcal et de sa base économique, le mode de production domestique, et l'opposition radicale à l'essentialisme. Ces 2 aspects, vous les développez dans les tomes 1 et 2 de L'ennemi principal,
Et j'aimerais aujourd'hui en parcourir les grandes lignes avec vous et aussi en faire la genèse, comprendre ce qui vous a amené à penser ces concepts, en commençant par le mode de production domestique. Christine Delphy, nous sommes en 1970, juste après la création du mouvement de libération des femmes, et vous écrivez l'article « L'ennemi principal », paru dans la revue Partisan, qui pose les bases de votre travail sur le mode de production domestique. Qu'est-ce que raconte cet article, Christine Delphy ? Il raconte ce que je pensais à ce moment-là de la base économique du patriarcat, en commençant par parler de l'exploitation du travail des femmes dans la famille, dans le mariage, dans la famille. Et vous savez, cette idée, en fait, je pense que je l'avais depuis longtemps. Je vous ai raconté l'anecdote avec ma meilleure amie de 6e, où elle me disait que les femmes tiraient les chaussures de leur mari parce qu'elles les aimaient, et je comprenais pas pourquoi c'était pas réciproque, parce que, comme tout le monde, j'avais cette idée de l'amour qui est quelque chose de mutuel, de réciproque. Et donc, je pense que ça me trottait dans la tête. Et vous savez, avant le MLF, on avait ce petit groupe qui s'appelait FMA, et arrive 70, il n'y avait plus qu'un homme dans notre groupe. Il ramenait sans cesse sur la scène le fait ce qu'il estimait être un fait, que les femmes étaient opprimées mais n'étaient pas exploitées. Et moi, je pensais à ma mère, pas seulement à ma mère, à toutes les autres femmes que j'avais vues depuis ce temps-là. Et je me disais, c'est pas possible. D'ailleurs, je le dis dans la préface de l'ennemi principal. En fait, on voyait bien, on savait que les femmes travaillaient beaucoup plus que les hommes, parce qu'en général, elles travaillaient au dehors aussi. Vous savez, l'idée qu'on a maintenant qu'en 45 ou en 50, etc., ou même en 70, les femmes étaient des femmes au foyer, c'était complètement faux. Les femmes travaillaient au dehors. Donc elles étaient exploitées comme tout le monde par le capitalisme, voilà, mais pas particulièrement dans leur travail domestique. Donc travail domestique, personne n'en parlait. Il y avait 2 sociologues qui en parlaient, et moi je le savais parce que j'étais sociologue, et qui avaient publié dans les années 50 déjà, c'était les Maisonneuve, je crois, qui avait fait le compte des heures de travail domestique, justement. Et c'était fabuleux, parce qu'il y avait plus d'heures travaillées dans les foyers, et qui étaient évidemment pas payées, que d'heures de travail salarié. Donc en fait, l'opposition que je faisais, c'était entre l'économie qu'on juge capitaliste, que l'économie c'est seulement le marché, et l'économie dans le sens de la production, de la transmission et de la consommation de biens qui ne passait pas par le marché. Et c'est ça qu'on trouve dans la famille, c'est ce qu'on trouve dans l'héritage, c'est ce qu'on trouve dans la consommation et c'est ce qu'on trouve dans la production. Vous avez continué à travailler sur cette question-là pendant de longues années. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer de manière résumée qu'est-ce que c'est le mode de production domestique et sur quel travail gratuit se base-t-il ? Alors, le mode de production domestique, c'est justement le mode de production où la force de travail, j'emploie là un vocabulaire marxiste, mais enfin la capacité de travail des épouses, des épouses et souvent aussi des enfants. De moins en moins maintenant, mais c'était des enfants, filles ou garçons. La capacité de travail de ces gens était utilisée par le chef de famille. Et alors évidemment, c'était beaucoup plus fréquent dans le cas des épouses. Ça faisait partie de la notion même du mariage que les femmes fassent ce travail pour rien. Pour rien, je veux dire, juste pour leur entretien en fait. Alors, il y avait tout un débat, en effet, marxiste, qui était que ça produisait pas de plus-value. Enfin, il y avait un truc qui faisait que c'était pas capitaliste, donc c'était pas exploitatif. Il n'y avait pas d'exploitation parce que ça rentrait pas dans le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y avait une adéquation totale entre exploitation et capitalisme. Et c'est contre ça que je me suis élevée à ce moment-là, mais ensuite, pendant les 40 ans qui ont suivi. C'est cette opposition entre féministe dite lutte de classe et votre féminisme matérialiste. C'est cette opposition-là qui a perduré pendant plusieurs années. En fait, c'est les considérer comme des petits travailleurs indépendants, qui indépendamment donc, mais c'est curieux parce que les travailleurs indépendants sont payés pour leur travail.
Alors que là, c'était un travail gratuit. Oui. Ils n'acceptaient pas ça, parce qu'en fait, ils voulaient tout ramener au capitalisme. Mais ça, c'était après la publication de L'ennemi principal. Mais finalement, en fait, vous employez un vocabulaire marxiste. Finalement, vous remobilisez la notion marxiste d'exploitation pour montrer qu'il y a une exploitation autre que le marxisme ne pensait pas. J'utilise le marxisme pas seulement dans ce sens-là, c'est-à-dire, oui, c'était en réponse à l'idée que l'exploitation, c'était ça, la chose terrible, etc. Mais je l'utilise aussi parce que il y a une idée qui est dans tout mon travail, qui est d'abord que tout est social. C'est pour ça que je m'oppose au naturalisme. Et que tout est fondé justement sur la lutte entre les exploités et les exploiteurs. Et ça s'oppose à l'idéalisme, c'est-à-dire aux gens qui vous disent que tout ça c'est de l'idéologie, c'est terrible, il y a des préjugés sur les femmes, il faudrait s'en débarrasser, etc. Donc il y a aussi un autre déplacement que vous opérez, c'est que vous pointez que ceux qui extorquent le travail, c'est plus les capitalistes, c'est les hommes. Il y a une classe des hommes et une classe des femmes. Voilà, c'est la classe des femmes, des épouses, mais aussi des filles, des mères, des femmes qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas en couple, mais qui travaillent malgré tout, enfin qui sont discriminées, ça on le sait maintenant, mais c'est la seule chose à laquelle je vois que les journaux, avec 10 ans de retard, ont commencé à publier des chiffres sur les différences de salaire entre hommes et femmes. Et ça, c'est devenu un enjeu légitime. Ça ne veut pas dire que les choses ont changé, hein. On s'aperçoit très bien que ça n'a pas changé, etc. Et ça, c'est un aspect que j'ai, disons, nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une petite intersection entre le capitalisme et le mode de production domestique, parce que le mode de production capitaliste, puisque beaucoup de femmes travaillent, déjà à l'époque, elles constituaient presque la moitié, maintenant elles constituent la moitié de la force de travail salariée, et que le capitalisme aide le patriarcat dans ce sens-là. Donc c'est comme s'il y a une union en donnant des travaux inférieurs et des salaires inférieurs aux femmes. C'est-à-dire ce qui les pousse dans la voie du mariage ou du concubinage, c'est-à-dire qui les pousse aussi, qui est une des motivations de se mettre en couple, c'est-à-dire de vivre avec quelqu'un qui a un revenu plus élevé que le vôtre et un revenu dont on va bénéficier, disons. C'est pas la seule raison, hein. C'est pas la seule raison. Il y a beaucoup de raisons à ça d'avoir un homme dans sa vie, car les femmes sont si mal considérées qu'elles se sentent incapables beaucoup se sentent incapables de rester une femme seule, comme on dit. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup aussi, c'est sur le fait que le travail domestique, ce n'est pas que le travail ménager. Oui. Disons qu'aujourd'hui, les producteurs, ce qu'on appelle les indépendants, hein, dans le vocabulaire de l'INSEE, c'est-à-dire les gens qui sont ça va des professions libérales, prestigieuses, comme médecins, avocats, etc., jusqu'aux petits producteurs indépendants, je pourrais dire, qui sont garagistes, agriculteurs, etc. Enfin, dans les agriculteurs, il n'y a pas que des petits, mais... Alors, ce sont des gens qui utilisent le travail de leurs femmes comme un travail que j'ai appelé après paraprofessionnel, c'est-à-dire elles l'aident dans leur métier. Elles l'aident, mais elles remplissent une fonction très importante, c'est-à-dire ça leur permet de se passer de secrétaire, de comptable, et puis même moi j'avais une voisine à la campagne dont le mari était réparateur de coffre-fort et qui faisait le travail manuel aussi. Sans être payé. Sans être payé, oui. Après, j'ai fait un grand nombre d'interviews de femmes qui aidaient leur mari, mais ça allait d'aider un mari chercheur au CNRS, en recopiant ses pages ou en tapant ses pages, et puis jusqu'aux femmes qui font la peinture des carrosseries, etc. C'est-à-dire que elles font en fait ce que leur mari leur délègue et leur demande. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, c'est encore le cas, bien sûr. Il n'y a pas des nouveaux statuts de conjoints collaborateurs? Oui, il y a des statuts de conjoints collaborateurs, ça veut rien dire, hein. Parce que ça n'a aucun effet sur les avantages que peuvent avoir, les avantages, ou disons,
que peuvent avoir les femmes. Par exemple, si un agriculteur déclare sa femme comme conjoint collaborateur, parce que c'est toujours l'homme qui va être le chef d'exploitation, hein, ça n'a pas changé dans le milieu agricole, eh bien, s'il n'y a pas un versement spécial pour son inscription à la sécurité sociale, elle n'a rien de plus qu'à n'importe quelle femme mariée, parce que la cotisation du mari suffit à donner des droits qui sont plus limités pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que l'assurance maladie, à ce moment-là, c'est comme l'assurance maladie des enfants. Vous savez qu'il suffit qu'une personne cotise pour que toute sa famille soit protégée, mais pas des mêmes risques. Par exemple, il n'y a pas d'indemnité journalière d'incapacité. Hein. Il y a juste les grandes maladies qui sont traitées. Ce qui fait d'ailleurs que ça ne pousse pas du tout les agriculteurs ou les autres travailleurs indépendants à cotiser pour leurs femmes, puisqu'ils l'ont, disons, gratuitement avec leur seule cotisation pour la plupart des risques de santé. Ça fait que, vous voyez, il y a une grosse différence entre les pays. Par exemple, en Espagne, en ce qui concerne les agriculteurs, je ne parle pas des autres travailleurs indépendants, en ce qui concerne les agriculteurs, les femmes qui travaillent à la ferme sont employées par leur mari. Ils sont des ouvrières. Donc, elles ont un autre statut et elles ont les avantages du salariat. Mais elles n'ont pas les avantages du chef d'exploitation, ça c'est évident. Là, vous parlez de quelque chose que vous évoquez dans un recueil paru en 2015 pour une théorie générale de l'exploitation, où vous expliquez que le non-partage du travail domestique, c'est encore un sujet d'actualité, un sujet sur lequel le mouvement féministe bute. Quelles pistes vous avez données dans vos travaux ? J'ai pas vraiment donné de pistes pour la lutte. J'ai mis en lumière le fait que c'est un travail, le fait qu'il n'est pas payé, tout ce que ça entraîne pour les femmes. J'ai mis les aides que l'État a fait, hein. Tout ça met les femmes sous la dépendance de leur mari pour n'importe quoi, quand elles sont malades. Enfin, et le type d'impôt qu'on a, les réductions, enfin, vous savez, la réduction d'impôt qui est due au fait qu'on prend le revenu additionné des deux salaires, enfin, ou des deux revenus. Hein, ça fait qu'en fait, les hommes qui ont de l'argent, qui sont assez riches, imaginez, là, on divise par deux leur revenu imposable. Si les femmes ne font rien, mais que les hommes gagnent, je sais pas moi, 200 millions par an, ils seront imposés sur la moitié de ce revenu. Et c'est tout à fait différent que si les gens étaient imposés individuellement. Et ça, c'est pas... Vous savez, pour chaque chose, il faut mener une campagne. Ça ne peut pas se faire globalement, c'est-à-dire qu'on peut mettre en lumière le fait que toutes ces aides de l'État à l'exploitation des femmes soient remarquées, mais pour chaque chose, il faudrait faire une campagne différente. C'est pour ça qu'à mon avis, ça va prendre encore, je ne sais pas, des années, sinon des siècles. Parce que les femmes ne sont pas au courant qu'elles sont dans une structure qui n'est pas seulement individuelle, parce que les gens pensent que leur mariage, c'est leur affaire. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. C'est une affaire d'État. D'ailleurs, le mariage est un contrat qui n'en est pas un, parce que vous rentrez dans un système où il y a un contrat, hein. Et il y a beaucoup de gens, quand ils veulent divorcer ou se séparer, ils disent, bon, ben moi, c'est moi qui ai acheté la chaîne haute fidélité, donc je la reprends. Ah ben non, c'est pas exactement comme ça. Parce que sans le savoir, ils ont passé un contrat, et ça s'appelle le contrat légal. Et ça, c'est des choses qu'il faut étudier, si vous voulez. C'est pas quelque chose que les gens connaissent. En fait, ils savent pas très bien dans quel monde ils vivent. Après l'économie politique du patriarcat, vous poursuivez votre analyse matérialiste de la société, Christine Delphy, avec une analyse en termes de rapports sociaux et donc politiques, et vous appelez à penser le genre dans le tome 2 de l'ennemi principal. Comment est-ce que vous êtes passé du travail, de l'étude du travail domestique à l'étude du genre, Christine Delphy ? C'était déjà une idée qui était dans notre petit collectif de questions féministes, parce que la première version de Nouvelles Questions Féministes était Questions Féministes. La revue que vous avez contribué à créer, avec Simone de Beauvoir notamment. Oui. Et on parlait, nous, de sexe social.
Et le mot de genre est apparu dans la littérature féministe américaine, et j'ai trouvé que c'était un bon mot, parce que ça le différenciait complètement du sexe. Et je pensais qu'il fallait en passer par là pour montrer que la division par sexe n'était pas fondée sur le sexe au sens d'attributs physiques. Alors, qu'est-ce que le genre, alors? Le genre, c'est un ensemble de statut social et de définition de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une femme, mais une définition qui est entièrement sociale et fondée sur la hiérarchie. C'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup dans vos travaux, sur la hiérarchie. Pas juste une division. D'ailleurs, il n'y a pas de division. Je dirais qu'il n'y a pas de division sans hiérarchie. Parce que pourquoi faire deux catégories de genre si en fait ils ont le même statut? Si ces deux ensemble ont le même statut, il n'y a pas de raison de le faire. Au départ, vous pensez que le genre vient après le sexe biologique, il se base sur le sexe biologique et pour créer une hiérarchie. Et puis, vous allez renverser la perspective dans l'article « Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuels ». Qu'est-ce que vous y dites? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce renversement de perspective? Bien, ce renversement de perspective, je ne peux pas vous expliquer sa naissance. Je pense que c'était une évolution interne, justement sur le genre et le sexe, et que à un moment, j'ai eu cette, je ne sais pas, cette pensée ou cette intuition que les choses n'étaient pas si simples que ça. Enfin, simples, je ne sais pas qu'elles étaient simples, mais je me souviens d'un article qui m'avait énervée, d'une Américaine, un article très connu d'ailleurs et très apprécié, où elle parlait sans arrêt de sex gender, de sexe genre, sexe bar genre. Et je me suis dit que c'était ennuyeux. Alors je peux pas vous dire exactement pourquoi, à l'époque j'ai pensé ça, mais ça a fait que, au cours du temps, s'est solidifié en moi la notion que le genre, c'est-à-dire le rôle social, le statut social et le rôle social, et le rôle des femmes, et donc des hommes d'une façon opposée et complémentaire, était fait. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas être la conséquence de causes naturelles, comme l'anatomie. D'ailleurs, dès le début, quand j'ai commencé à mettre mes articles ensemble pour faire le premier tome et le deuxième tome de L'ennemi principal, j'ai revendiqué le féminisme matérialiste comme étant un point de vue qui se battait contre le naturalisme et contre l'idéalisme. C'est-à-dire que ça vient pas de la nature, ça vient pas non plus des idées. Les idées viennent après. Les idéologies, elles sont là pour rationaliser, pour justifier, pour expliquer, soi-disant, les pratiques. Et je pensais que c'était les pratiques qui venaient en premier. Donc c'était cette pratique-là qui donnait en fait un sens aux différences anatomiques. Vous savez, avant on disait, bon les femmes ont tel travail parce que elles peuvent pas porter des poids lourds ou ceci ou cela. En fait, dans les fonderies, les femmes trimbalaient des trucs d'une lourdeur insensée. Donc, ça avait déjà écorné pas mal la théorie que les gens font selon leurs capacités physiques. Et on est poussé, enfin moi j'étais poussée à écorner tout ce qui était des arguments naturalistes, qui se basaient sur une nature. Bon. Je me suis dit, mais alors pourquoi est-ce qu'il reste ce truc sur le sexe? Qu'est-ce que le sexe a à voir là-dedans, alors qu'en fait, la plupart des choses que font les hommes ou que font les femmes n'ont pas grand-chose à voir avec leur sexe physique, hein. C'est pas avec un sexe physique qu'on fabrique des voitures, c'est pas avec un sexe physique qu'on fait la vaisselle, c'est pas avec votre sexe physique que vous nettoyez par terre, c'est etc., etc. Voilà. Donc pour vous, la différence des sexes n'existe pas, en fait. La différence des sexes, oui, existe, c'est une idéologie. Elle construit, elle justifie l'inégalité entre les sexes. Mais que faire des différences physiques, anatomiques, on n'en fait rien.
On n'en fait rien, comme avec des gens ordinaires. Je veux dire, quand vous allez vous plaindre je sais pas, d'une maladie quelconque, on vous dit pas, ah ben, vous êtes unique, etc. On soigne votre maladie quelconque. Quand vous avez les cheveux blonds, on vous dit pas, mais il faudrait vous teindre les cheveux, autrement vous pourrez pas entrer dans ce job, etc. Donc, voilà, les différences physiques, il y en a une montagne, hein. Il y a quand même une différence de fonction, c'est la reproduction. Il y a une différence de fonction, c'est vrai, c'est la reproduction. Enfin, disons, c'est la gestation et l'accouchement. Mais pourquoi ça prendrait toute cette place? On dirait que les femmes passent leur temps à faire des enfants. Mais c'est pas vrai, c'est vrai dans certaines cultures, ça a été vrai dans la nôtre. Maintenant, les femmes ont en moyenne 2 enfants. Alors on dirait que les femmes sont toujours handicapées parce qu'elles sont toujours enceintes. Mais non, elles sont pas toujours enceintes. Elles passent pas leur vie à être enceintes ou à accoucher. Une grande partie de votre travail a consisté à dénoncer l'idéologie de la différence. Cette opposition, Christine Delphy, entre féministes essentialistes et féministes matérialistes, s'est aussi retrouvée dans le débat sur la parité, qui a commencé dans les années 90, qui a abouti sur une loi au début des années 2000 sur la parité dans la vie politique. Vous étiez pour la parité, mais pas pour l'argumentaire utilisé pour y arriver. Oui. Parce que l'argumentaire, c'était justement que, alors, vous l'avez entendu dans la bouche de gens qui n'étaient pas, que je ne savais pas être essentialistes, parce qu'elles se rendaient même pas compte qu'elles étaient essentialistes. Mais elles disaient, par exemple, l'humanité doit marcher sur 2 pieds. Donc, il y avait un pied, c'était les hommes, et l'autre pied, c'était les femmes. Autrement, ben, les femmes n'étaient pas représentées. Mais elles se représentaient, les femmes, donc, comme un corps, et qu'on était naturellement différenciés. Et en fait, donc, l'idée n'était pas loin, et elle est partout, hein, elle est dans les depuis, je sais pas, depuis les Grecs anciens, que à ces différences corporelles doivent correspondre des différences psychologiques. Donc c'était l'idée qu'il fallait représenter le point de vue des femmes qui n'ont pas le même point de vue, c'est bien connu, qui sont plus sensibles, qui sont plus maternelles, etc., mais qui parfois dérapent un peu, sont un peu folles. Bon, et puis tandis que les hommes, c'est la raison, mais la raison, ça suffit pas. Il faut apporter un peu de douceur féminine. Donc en fait, cet argumentaire disait grosso modo qu'il fallait des femmes parce qu'elles apportent quelque chose d'autre. Donc ça allait dans les lignes de la différence sexuelle. Votre vision matérialiste du genre s'oppose aussi à la vision queer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que la vision du genre du mouvement queer dit et pourquoi elle diffère de la vôtre? C'est difficile parce que je sais pas très bien en fait ce que le queer désigne, mais je pense que c'est un peu une décision selon laquelle on est ce qu'on veut, voilà. Et on peut performer le genre, oui, pour troubler en fait les... On peut pas performer le genre. Pour vous, ça ne remet pas assez en question les structures? Mais ça remet rien en question. Mais comment vous rebattez les cartes? Vous avez un accident, vous êtes arrêté par la police. Et ils vous demandent vos papiers, votre carte d'identité et votre permis de conduire. Ben vous êtes une femme. Vous n'êtes pas qui vous voulez. Vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas un renard, vous n'êtes pas un homme et vous êtes une femme. Voilà, donc c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Le genre, il est prescrit par la loi quand vous naissez. Quand vous naissez, c'est pour ça que les médecins se permettent de faire de mutiler des gens parce qu'ils sont intersexes, qu'ils n'ont pas un sexe, on ne sait pas si leur sexe c'est un petit pénis ou un gros clitoris, et ils les charcutent jusqu'à ce qu'ils se rangent dans une morphologie à la suite d'opérations qui peuvent se poursuivre pendant des années et qui torturent ces enfants alors qu'ils n'ont aucun empêchement fonctionnel. Ils peuvent faire pipi comme tout le monde, mais simplement, c'est pas exactement comme tout le monde. Et ils les charcutent pour pouvoir présenter aux parents un enfant et pour qu'il soit inscrit comme homme ou femme. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut décider soi-même. Et il y a les personnes transgenres qui luttent aussi pour justement pouvoir faire changer leur papier d'identité. Donc ça pourrait changer les choses, ça, du coup. Je ne pense pas. Un enfant qui naît, dont on dit tout de suite c'est un petit garçon, et qu'on traite comme un petit garçon.
dans le langage, dans les permissions qu'on lui donne, dans la façon d'être élevé, dans la façon d'être tenu, etc. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas une identité de garçon? Ou inversement, si vous traitez une petite fille comme une petite fille, hein, et que vous lui interdisez certains jeux quand elle aura 4 ou 5 ans, ou enfin, les nombreuses prescriptions qui vont avec soi-disant le sexe de l'enfant, en fait, avec son genre, comment voulez-vous que ça n'ait aucune influence? C'est pas possible. Moi, je ne sais pas à quel âge les transgenres décident qu'ils sont trans, c'est-à-dire, c'est des garçons, ils décident qu'ils sont des femmes, ils se sentent comme des femmes, ou inversement. Mais je pense qu'il y a on délaisse là complètement, on met de côté, comme si ça n'avait jamais existé, le fait que ces gens sont comme des ébauvoirs. On ne naît pas femme, on le devient. Et c'est vrai pour les hommes aussi. On ne naît pas homme, on le devient. En fait, la lutte féministe n'a rien à voir avec ça. N'a rien. Parce que la lutte féministe, c'est pas que les hommes deviennent des femmes ou que les femmes deviennent des hommes. Parce que, en fait, ça ne fait que aller dans les lignes de la différence sexuelle. Qui existe, certainement, de la différence de genre, disons. Mais il n'y a pas du tout de mise en cause de cette différence. Je dirais même presque au contraire, ça renforce ces lignes-là. Ça n'a rien à voir, à mon avis, avec la lutte féministe. Finalement, Christine Delphy, peut-être en guise de conclusion, et pour reprendre le titre de cet épisode, l'ennemi principal, qui est l'ennemi principal? L'ennemi principal, pour moi, à ce moment-là, c'était le mode de production domestique et l'exploitation domestique des femmes. Mais ensuite, je pense que le système capitaliste l'aide beaucoup. L'aide énormément en discriminant contre les femmes salariées par rapport aux hommes. Donc l'ennemi principal, ce serait le patriarcat. Oui, ce serait le patriarcat. Mais dedans, moi, j'avais isolé la production domestique dans le patriarcat comme une base matérielle. Mais il ne faut pas oublier non plus les violences sexuelles, parce que les violences sexuelles, ça fait partie de l'éducation des femmes. C'est-à-dire ce risque de violence, cette peur des violences, donc la nécessité de s'écraser, de ne pas justifier les violences qu'on subit, d'en avoir honte soi-même. Tout ça, ça fait partie de la création des femmes, de la construction des femmes. C'était À voix nue, premier, deuxième et troisième volet d'une série d'entretiens avec Christine Delphy, menée par Charlotte Bien-Aimée. Réalisation Annabelle Brouard, première diffusion sur France Culture les 14, 15 et 16 janvier 2019. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.